Bonjour à tous, Marjorie Scarwell, je suis avocate fiscaliste. J'ai plus de 15 ans d'expérience en droit fiscal. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats comme PricewaterhouseCoopers, Fidal, et j'ai aussi été responsable fiscale d'une maison de haute couture pendant plus de 6 ans. Et donc là, je viens de créer mon cabinet en droit fiscal des entreprises, également pour les particuliers. Et donc, je remercie Astrid de m'avoir invitée à ce webinaire pour vous parler du rôle de l'avocat fiscaliste de la création à la cession des entreprises. Alors, donc, ce que je voulais vous présenter, en fait, c'était le rôle de l'avocat pour vous conseiller au mieux dans toutes vos opérations. Je voulais juste faire un petit focus sur le fait de ne pas avoir peur d'aller consulter un avocat, parce qu'on peut vraiment sécuriser vos opérations et vous donner les meilleures options possibles fiscales dans le choix des opérations. Donc, lors du premier rendez-vous, on est toujours à l'écoute du besoin du client. Voilà, parce que chaque situation est particulière. Donc, il ne faut pas avoir peur de contacter un avocat pour expliquer sa situation et de voir sur la base de notre expertise comment on peut répondre au mieux à vos questions. Et lors du premier rendez-vous, il ne faut pas hésiter aussi à parler du budget pour se mettre d'accord sur un budget et sur une prestation effectuée pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et pour qu'on puisse commencer à travailler vraiment avec votre accord et pour se mettre d'accord sur le budget. Voilà. Tout ça, c'était juste pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de consulter un avocat et on ne veut pas vous facturer dès le premier appel. Alors, l'étendue du rôle de l'avocat lors de la création de l'entreprise. Alors, le choix de la structure est important et il faut se poser plusieurs questions. Par exemple, le nombre d'associés. Est-ce qu'on veut être seul dans son activité ou est-ce qu'on veut avoir plusieurs associés? Est-ce qu'on veut être à l'IS ou à l'IR? Quelle va être la responsabilité des associés? Le choix de la structure aura aussi une incidence sur la rémunération de l'entrepreneur parce que les catégories sont différentes et il pourra aussi y avoir un impact en matière de retraite et prévoyance. Donc, je vais vous donner un exemple. Le choix de l'entreprise individuelle par rapport au choix d'une EURL ou d'une SAS. Quand on a fait le choix d'avoir une structure juridique comme l'EURL, le patrimoine de l'entreprise est distinct du patrimoine personnel. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté financière, on est responsable seulement à hauteur de notre apport. On a une responsabilité limitée. Et donc, ça, c'est important parce que si on a des biens, du patrimoine personnel à côté, il sera protégé. Si on est en entreprise individuelle, on peut toujours aller voir un notaire pour faire une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, par exemple. Donc ça, il faut avoir ça en tête. On peut quand même toujours protéger le patrimoine. Ensuite, sur le choix entre l'IS et l'IR. Alors, quand on est en entreprise individuelle, on n'a pas de choix. On est forcément à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'on va être imposé sur la totalité des bénéfices. Donc, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui s'applique pour le foyer fiscal. Donc, quand on est marié, on a une situation, on a des enfants, on a des revenus et tout le revenu global du foyer va être imposé à l'impôt sur le revenu. Donc, ces revenus-là de l'entrepreneur donc le bénéfice imposable va s'ajouter à ces revenus. On n'a pas de possibilité de pilotage. En fait, on va être imposé sur la totalité du bénéfice. Donc, si le taux d'impôt sur le revenu est important, du coup, on peut être fortement imposé. Parce qu'en matière d'IS, on sera imposé au taux de 15% sur un bénéfice jusqu'à 38 120 euros. Et au-dessus de 38 120 euros, on sera imposé au taux de 25%. Donc ça, il faut toujours comparer le taux d'impôt sur le revenu qu'on peut avoir dans le cadre du foyer fiscal par rapport au taux d'impôt sur les sociétés, où on sera imposé sur le bénéfice et on pourra quand même faire beaucoup de déductions fiscales. Donc ça, c'est une question à se poser quand on va créer sa société. Ensuite, sur le choix de la structure. Par exemple, donc j'ai fait des simulations entre le choix entre la SARL, EURL ou SAS. En fait, ce qui va être différent, c'est la rémunération du dirigeant. Quand on est sous la forme SARL, on est dans la catégorie TNS, donc travailleurs non salariés. Alors, quand on est en SA ou SAS,
on est assimilé à un salarié. Et donc, du coup, le coût social est plus important. Donc, pour vous donner un exemple, quand on est en SARL, on paye 2 fois moins de charges sociales sur la rémunération que quand on est en SAS. Mais si on paye moins de charges sociales, ça veut dire qu'on est moins couvert côté prévoyance et retraite. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est important et c'est bien aussi d'être en relation avec des assureurs qui peuvent vous protéger, donc vous proposer des prestations complémentaires si vous êtes moins bien protégé dans le cas d'une structure par rapport à une autre. Donc voilà, donc je voulais attirer votre attention là-dessus et vous dire, donc j'ai eu par exemple le cas, je peux vous donner des exemples concrets pour vous expliquer. Donc si on compare SARL et SAS, le coût fiscal et social va être plus important en SAS qu'en SARL. Mais si on a besoin d'avoir, par exemple, une prévoyance, parce qu'on a des problèmes, si on a des problèmes de santé, par exemple, pour avoir une mutuelle, pardon, quand on est en SARL, on va devoir faire des examens pour avoir une complémentaire. Alors qu'en SAS, comme on est assimilé à salarié, on va pouvoir bénéficier d'une mutuelle sans avoir à faire des examens complémentaires. Donc, si jamais on a, par exemple, des problèmes de santé, et qu'on risque d'être rejeté par les mutuelles parce qu'on va faire des examens et qu'on ne pourra pas passer tous les examens, le choix de la structure en SAS sera plus intéressant. Donc voilà, donc il n'y a pas tout le temps que des impacts fiscaux, c'est vraiment un ensemble de choses et il faut vraiment se poser toutes les questions pour voir quelle est, dans votre situation particulière, la structure la plus intéressante. Donc, je voulais ensuite faire un petit focus sur les incitations fiscales. Parce qu'il n'y a pas toujours que des taxes à payer, on peut aussi bénéficier de réductions d'impôts. Et il y a un mécanisme qui s'appelle en fait l'investissement dit Madelin ou IR-PME. Alors, en quoi ça consiste? C'est qu'en fait, quand on est une personne physique, on peut, et qu'on veut investir, on peut investir dans une PME. Et si on investit dans cette PME, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% des sommes investies. Donc, comme ça permet de financer des PME. Donc, c'est intéressant pour les PME qui cherchent des financements. Et celui qui va investir va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, évidemment, il y a des conditions pour répondre à cette réduction d'impôt. Par exemple, il faut être résident fiscal français. Donc, ça ne s'applique pas pour les non-résidents. La société doit être qualifiée de PME. Il faut avoir au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription. Et donc, les versements sont retenus dans la limite de 50 KE quand on est célibataire ou 100 KE quand on a un couple. Donc, voilà, c'est un mécanisme en fait qui est quand même intéressant, dont on parle beaucoup, parce qu'en fait, ce taux de réduction, il est aujourd'hui de 25% jusqu'au 31 décembre 2022. Avant, il était de 18%. Et après, il redeviendra à 18%. Donc, s'il y a des investissements à faire, voilà, on peut le faire cette année. Le taux de réduction est quand même avantageux et important. Et quand on fait cet investissement PME, il faut s'engager à conserver les titres pendant 5 ans. Donc là encore, le rôle de l'avocat fiscaliste, il peut vérifier avec vous les conditions pour bien bénéficier de cet avantage fiscal et pour être sûr que voilà, qu'il n'y a pas de remise en cause de l'avantage, pour sécuriser vos opérations. Et donc, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aussi parler de cet investissement à des potentiels investisseurs en leur disant qu'ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, on peut en bénéficier si on souscrit directement au capital du PME, mais on peut aussi souscrire de façon indirecte par une holding. Il y a une holding qu'on appelle pure ou passive, c'est-à-dire dont le but est de détenir des titres de participation. Voilà. Mais donc voilà, si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas à me les poser donc à l'issue des slides, j'y répondrai avec plaisir. Mais donc voilà, je voulais vous parler de cet investissement qui est quand même intéressant. Alors ensuite, si on passe à la croissance de l'entreprise, pareil, il faut toujours se poser des questions. Donc par exemple, si on a fait le choix au début d'être une entreprise individuelle, on peut se dire, bon ben voilà, l'entreprise est pérenne, on peut décider d'apporter son entreprise à une société.
Mais donc là, voilà, c'est bien de se poser cette question-là aussi dès qu'on crée sa structure pour savoir est-ce qu'à terme, on voudra s'associer ou pas, sous quel délai, parce qu'il y a toujours des impacts fiscaux. Par exemple, le fait de se mettre en société, c'est imposable. En fait, quand on apporte son entreprise à une autre société, il y a un coût de l'apport. Les bénéfices en sursis d'impôt, enfin, les bénéfices non encore taxés vont être immédiatement taxables, les plus-values latentes aussi. Mais votre avocat fiscaliste pourra vous conseiller des mécanismes pour exonérer cet apport. Donc, par exemple, on peut être exonéré à hauteur de 500 000 euros sous certaines conditions. Et par exemple, si on a exercé l'activité pendant au moins 5 ans. Donc voilà, donc il y a toujours en fait, quand on pense à l'évolution de notre structure, il faut toujours se dire, est-ce qu'il n'y a pas un impact fiscal? Déjà, combien ça va me coûter? Est-ce que je peux sécuriser? Est-ce que je peux optimiser? Est-ce qu'il n'y a pas différentes solutions qui s'ouvrent à moi pour payer moins d'impôts ou pour répondre voilà, à mon besoin, à mes envies de croissance? Concernant la gestion de l'immobilier, voilà, il faut aussi se poser des questions. Donc, si on a besoin d'un local, est-ce qu'il vaut mieux l'acheter? Est-ce qu'il vaut mieux le louer? Si on l'achète, est-ce qu'il faut passer par une SCI, donc une structure qui va être dédiée à la gestion de cet immobilier? Et si on crée une SCI, est-ce qu'il faut la mettre à l'IR ou à l'IS parce que les impacts vont être différents? Les modalités d'imposition en cas de revente de l'immeuble vont être également différents. Donc voilà, tout ça, c'est des questions vraiment à se poser sur la gestion de l'immobilier. Et là encore, l'avocat fiscaliste pourra vraiment vous aider dans ce projet-là, faire des simulations et vous conseiller au mieux. Et par exemple, voilà, si jamais on achète un immeuble directement, ensuite, le fait de cet immeuble, de l'apporter à une société, ça aura encore un coût d'apport. Donc, il faudra payer des droits d'enregistrement. Donc, il vaut mieux créer une SCI de suite pour acheter l'immeuble si on sait qu'on voudra en faire une dans le futur. Donc, voilà, tout ça, ça s'organise pour éviter d'avoir à payer de l'impôt qui ne serait pas forcément nécessaire. Quand on a une croissance aussi, on veut normalement se verser des dividendes. Et là encore, il y a des mécanismes. Donc, quand une société verse des dividendes à son actionnaire, personne physique, l'actionnaire va payer ce qu'on appelle une flat tax, une imposition à 30%, avec une partie impôt sur le revenu, une partie prélèvements sociaux. Mais si cette société-là, elle est détenue par une autre société, qu'on appelle une société holding à l'impôt sur les sociétés, du coup, les dividendes qui vont être payés à la société holding vont être exonérés d'impôts. On aura juste une quote-part de frais et charges de 5% à payer. Donc, dans ce cas-là, si on veut faire remonter les dividendes, par exemple, avec une société, si, par exemple, une société mère qui a besoin d'emprunter pour acheter une société cible, elle va se verser, la société cible va verser les dividendes, ce qui va rembourser le crédit. Donc ça peut être intéressant parce que ça va minorer l'imposition des dividendes. Donc voilà, la gestion de la création d'une holding est aussi une question intéressante quand on veut, quand on a une croissance d'activité. Il y a la question de la transformation d'une société qui est aussi importante, notamment quand on veut céder une société. J'ai eu le cas d'ailleurs, donc une société, une personne qui voulait céder sa société pour un départ à la retraite. L'acquéreur, celui qui voulait acquérir la société, a demandé une transformation de la société. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Celui qui vend, il va payer une plus-value de cession. Mais celui qui achète la société, il va payer des droits d'enregistrement. Et les droits d'enregistrement, le taux est différent selon la forme de la société. Si on achète des parts sociales, donc d'une SARL par exemple, les droits d'enregistrement vont être de 3%. En revanche, si on achète des actions, les droits d'enregistrement vont être de 0,1%. Donc, c'est pour ça qu'il y a de nombreux acquéreurs qui demandent, avant d'acheter une société, ils demandent que la société soit transformée en SAS ou en SA pour payer moins de droits d'enregistrement. Donc, ça se fait, mais attention à l'abus de droit. L'abus de droit, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait une opération
pour un but principalement fiscal. Donc, quand on fait une opération, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un but économique? Est-ce qu'il y a des incidences autres que fiscales? Voilà, parce que l'abus de droit, c'est des pénalités importantes, c'est une remise en cause de l'opération, contrôle fiscal. Donc voilà, il faut vraiment toujours faire attention à ça. Et quand, par exemple, si jamais on transforme une SARL en SAS, comme on l'a vu tout à l'heure, les rémunérations, les catégories de rémunération sont différentes. Donc, il y a des impacts en matière de prévoyance, de retraite. Donc, il y a des impacts. Donc, il n'y a pas forcément un impact que fiscal. Donc, en cas de contrôle fiscal, voilà, il faut être capable d'expliquer toutes les autres implications et de dire qu'on n'a pas fait cette opération pour un but principalement fiscal. Et si en plus on laisse un délai plus ou moins long entre la transformation et la cession, on peut d'autant mieux expliquer ce choix et prouver qu'il n'y a pas un but principalement fiscal. Et en tout cas, la transformation d'une société qui serait soumise à l'impôt sur les sociétés comme la SARL en SAS, il n'y a pas d'impact fiscal. Donc, ça se fait très facilement. Je voulais aussi vous parler de la restructuration. Restructuration, c'est par exemple quand il y a une fusion entre deux sociétés, quand il y a une transmission universelle du patrimoine, donc voilà, c'est une sorte de fusion. Il y a des mécanismes aussi d'imposition qui sont neutres, voilà, ou avec un sursis d'imposition. Donc là aussi, c'est important d'aller voir son avocat fiscaliste pour préparer ces opérations et pour sécuriser l'opération et voilà, s'assurer qu'il n'y a pas d'imposition supplémentaire. Donc voilà, vous donnez toutes les explications pour gérer ces restructurations. Ensuite, donc, je voulais vous parler de la vente et de la transmission de l'entreprise en faisant un focus sur 2 points. La cession d'entreprise lorsqu'on part à la retraite, parce que j'ai eu souvent le cas, et aussi le pacte du trail. Alors, la cession d'entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on vend son entreprise, on va payer une plus-value. Donc, une personne physique qui va vendre les parts de son entreprise, elle va être soumise à l'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux. Mais il y a des mécanismes d'exonération voilà, qui vous permettent d'être exonéré de cette plus-value. Donc, en cas de cession d'entreprise pour départ à la retraite, par exemple, si la société est à l'IS, si c'est bien une PME, si on vend l'intégralité de ses parts sociales, on peut être exonéré de plus-value. Mais voilà, donc en fait, là encore, l'avocat fiscaliste, il ne faut pas hésiter à aller le voir parce qu'il y a quand même beaucoup de conditions et il faut s'assurer de vraiment remplir toutes les conditions pour pas qu'il y ait de remise en cause ensuite de cette exonération de plus-value. Par exemple, une condition importante, c'est qu'on doit avoir comme rémunération principale celle de dirigeant d'entreprise lorsqu'on veut céder son activité. Et on ne parle pas dans ce cas-là de dividende, mais vraiment d'une rémunération. Donc, il faut vérifier le montant de la rémunération de l'entrepreneur qui veut céder son entreprise pour prouver qu'on est bien dans les conditions pour bénéficier de cette exonération. Donc, voilà pour la cession d'entreprise, pour départ à la retraite. Ensuite, le pacte du trail. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un pacte qui est très intéressant pour la transmission d'entreprises familiales. En fait, grâce au pacte du trail, on va bénéficier d'une exonération à hauteur de 75% de la valeur des parts cédées, enfin voilà, de l'entreprise cédée. En fait, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à la transmission à titre gratuit du vivant de l'entrepreneur, donc c'est une donation, ou sinon en cas de succession. Mais ça s'organise et il y a des engagements à prendre pour bénéficier de ce mécanisme. Il y a 2 engagements différents à prendre. Il y a un engagement collectif, donc en fait, les deux associés au moins de l'entreprise qui va être transmise vont s'engager à conserver les titres pendant une durée de 2 ans. Donc ça, c'est pour le donateur. Et ensuite, il y aura un engagement individuel pour les donataires, donc ceux qui vont bénéficier de ces donations, de conserver les titres pendant 4 ans. Donc, en fait, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui s'organise au moins 6 ans à l'avance pour sécuriser l'opération. Et ça permet vraiment de transmettre une entreprise familiale à ses enfants à moindre coût. Donc, c'est quand même très intéressant pour minorer l'imposition. Et pour vous donner un exemple,
chiffrée. Donc, par exemple, si on a une entreprise qui vaut 1 million d'euros, on va bénéficier d'un abattement de 750 000 euros, donc 75%. Donc, du coup, on va se retrouver avec une base à 250 000 euros. Donc, on minère quand même considérablement la base imposable. Ensuite, il y a des abattements pour donner à un enfant. Donc, par exemple, de 100 000 euros. Donc, la base imposable est encore minorée. On se retrouve avec 150 000 euros de base imposable. Et si on organise cette transmission avant 70 ans, on peut encore bénéficier d'une réduction des droits à hauteur de 50%. Donc, plus on anticipe en fait ces transmissions, plus c'est intéressant fiscalement. Et donc, voilà. Et donc, on peut se retrouver avec des droits impayés à hauteur de, voilà, dans mon cas, 14 000 euros, par exemple, environ 10 KE, sur une valeur de d'1 million d'euros. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Donc, voilà. Donc, là encore, il ne faut pas hésiter à aller voir son avocat fiscaliste pour organiser cette transmission voilà, avec les enfants. Donc, voilà, c'est important de faire un focus sur ces 2 points. Ensuite, voilà, j'attire votre attention sur les questions de TVA. Donc, ça peut faire peur et je vous confirme que ça fait peur en cas de contrôle fiscal. Donc, pour avoir fait beaucoup de contrôles fiscaux dans des grosses entreprises et dans des PME, les inspecteurs regardent souvent, voilà, premièrement, les mentions sur les factures. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a une mention qui est incorrecte sur une facture, ça montre qu'il y a un mauvais paramétrage. Ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant sur les mentions sur les factures, surtout quand on fait, donc il y a 2 cas, en cas de livraison de biens ou de prestation de services. Quand on vend des biens en Europe ou hors Europe, il y a des mentions particulières à mettre sur les factures pour bénéficier d'une exonération de TVA. Pareil, quand on vend des prestations de services à un client donc assujetti, donc en B2B, qui est établi en Europe ou hors Europe, il y a aussi des mentions particulières à mettre sur les factures qui vous permettent de facturer sans TVA. Et les sanctions peuvent être importantes parce que, par exemple, si on oublie la mention auto-liquidation sur une facture, quand on facture une prestation en Europe, on peut avoir 5% de pénalité sur la TVA déductible. Donc voilà, donc les sanctions peuvent être lourdes et donc il faut vraiment vérifier, sécuriser les mentions sur les factures. Donc ça, normalement, ça doit être paramétré, donc voir comment vous faites avec votre comptable, comment sont intitulées vos factures, mais vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Je voudrais aussi vous parler de la piste d'audit fiable. Alors, qu'est-ce que c'est? La piste d'audit fiable, c'est un document qui est demandé souvent par l'inspecteur en cas de contrôle fiscal, dans lequel vous expliquez votre processus de facturation. Par exemple, en cas de vente de biens, il faut expliquer comment on commande des biens, comment on les facture, comment le fournisseur nous facture, comment on reçoit nos factures fournisseurs et comment nous, ensuite, on émet nos factures à nos clients. Donc ça, c'est en fait vraiment tout le processus de facturation, que ce soit les factures qu'on reçoit et les factures qu'on émet. Pareil en matière de prestation de services, il faut être capable d'expliquer, pareil, quand on achète des prestations de services et quand on vend des prestations de services, comment en fait tout ça est indiqué dans votre schéma de facturation global. Et donc la piste d'audit fiable, c'est un document qu'on rédige où on explique tout ce processus-là. Et quand on a un contrôle fiscal, l'inspecteur souvent demande ce document parce que c'est une obligation de l'avoir. Et donc là aussi, l'avocat fiscaliste peut vous aider pour rédiger ce document. Plus c'est clair, plus c'est limpide, voilà, plus l'inspecteur est rassuré et plus ça donne une bonne image de l'entreprise, voilà, d'une bonne organisation, voilà, que les process sont bien mis en place. Pour vous donner un exemple, quand on vend par exemple des biens en Union européenne, ça s'appelle des livraisons intracommunautaires. Cette livraison est exonérée de TVA. Et on doit prouver qu'on vérifie que la société qui achète les biens a bien un numéro de TVA en Europe. Et donc, on devrait vérifier tous les numéros de TVA européens de nos clients qu'on facture. Ça, c'est une obligation fiscale.
Donc voilà, il y a pas mal de process aussi à mettre en place pour vérifier qu'on répond aux obligations fiscales. Donc, souvent, les grosses entreprises, elles sont bien armées voilà, de fiscalistes, mais pour les PME et les plus petites entreprises, ce n'est pas souvent le cas. Et donc, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de remise en cause de la TVA déductible, parce que c'est ça la plus grosse sanction. Et j'attire aussi votre attention sur la dématérialisation des factures, parce qu'aujourd'hui, on est souvent sur des factures papier ou des factures PDF, mais une facture PDF, ce n'est pas une facture qui va être dématérialisée. Et à partir, alors déjà depuis le 1er janvier 2020, il y a une obligation d'envoyer des factures à destination du service public en format électronique. Ça, c'est une obligation. Donc, si vous travaillez déjà avec des secteurs publics, vous êtes déjà soumis à cette obligation. Mais à compter du 1er juillet 2024 pour les grosses entreprises, 2025 et 2026 pour les PME, vous serez aussi concerné par cette obligation de dématérialisation des factures. Donc, en 2026, tout le monde sera concerné par cette obligation. Donc, on peut déjà vérifier si on sera capable de se conformer à cette obligation, parce que ça va vite arriver. Donc, on peut s'organiser, voilà, parce que ça va être, en fait, il va falloir tout dématérialiser, le mettre sur un serveur, enfin voilà, avec l'administration fiscale, faire des e-reporting pour la TVA. Donc voilà, plus on s'y prend en avance, mieux on peut sécuriser les opérations, voilà, et pas se retrouver dès le 1er janvier 2026 en panique, parce qu'après, voilà, l'administration, là, il y aura vraiment des sanctions. Et elle pourra vraiment beaucoup faire de rapprochement. En fait, c'est vraiment pour éviter la fraude fiscale, la fraude à la TVA, qu'elle a mis ça en place. Parce qu'après, elle pourra vérifier les factures, vérifier les déclarations de TVA, et elle verra s'il y a des incohérences, elle le verra vraiment facilement. Donc, il faut vraiment anticiper ça, donc avec votre expert comptable et avec votre avocat fiscaliste pour être capable de répondre à ces obligations, soit en 2024 ou en 2026. Donc voilà pour la TVA. Oui, je voulais aussi vous faire un petit focus sur le contrôle fiscal. Alors, donc comme je vous l'ai dit, j'ai une grande expérience en matière de contrôle fiscal et je voulais vous sensibiliser sur les questions à vous poser si jamais ça vous arrivait. Il faut toujours bien se préparer avant le premier rendez-vous. Donc, comment ça se passe? Déjà, si vous avez un contrôle fiscal, vous allez recevoir un avis de vérification. Sur l'avis de vérification, seront indiquées les années contrôlées, les impôts vérifiés et le lieu et la date du premier rendez-vous. Donc, à ce moment-là, vous pouvez déjà vous mettre en relation avec votre expert comptable, avec votre avocat fiscaliste pour vérifier les documents que vous allez devoir remettre à l'inspecteur. Comment ça se passe? L'inspecteur va venir, alors ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 fois par mois, donc tout dépend de la taille de l'entreprise, et il va venir avec une liste de courses. Voilà, une liste de documents à donner, d'informations à communiquer dans tel délai. Et j'attire votre attention sur le premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, il vous demande de présenter le FEC. Qu'est-ce que c'est le FEC? C'est un fichier des écritures comptables. Donc ça, votre expert comptable doit l'avoir. Ça regroupe en fait toute votre comptabilité, enfin tous les fichiers avec des écritures comptables. C'est pas du tout lisible pour nous. Pour l'expert comptable, ça l'est beaucoup plus. Donc, il peut vous aider là-dessus. Et l'inspecteur des impôts, en fait, il va, grâce à c'est comme un fichier Excel, il va pouvoir faire en fait des recoupements, des vérifications. Et donc, il va voir s'il y a des incohérences. Donc, il va faire des contrôles de cohérence. Et là, de suite, ça va lui donner une idée. Il va pouvoir vérifier si votre comptabilité est correcte ou incorrecte. Et donc, ça va lui donner, en fait, donc c'est bien de faire l'exercice même avant d'avoir un contrôle pour voir si tout est cohérent et pour anticiper, comprendre les incohérences en cas de contrôle fiscal, pour pouvoir mieux les expliquer si c'est le cas. Donc, et lors du premier rendez-vous, si vous n'êtes pas capable de donner ce fichier des écritures comptables, il va vous faire un PV de carence. Voilà, un PV de carence en vous disant « vous n'avez pas remis le fichier des écritures comptables » et ça peut déboucher sur un
sur une remise en cause de votre comptabilité. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça, c'est vraiment important et ça donne vraiment tout de suite une image de l'entreprise. Ensuite, il va vous demander les documents juridiques, donc les assemblées générales, voilà, les déclarations fiscales. Donc, il va vérifier que tout est cohérent, tout est fait dans les délais. Donc là, voilà, le rôle de l'avocat fiscaliste, c'est vraiment de vérifier tous les documents avant de les présenter à l'inspecteur. Et on peut également vous assister lors des rendez-vous. Donc moi, je l'ai souvent fait. En fait, j'assiste le client, l'entrepreneur, ça peut être le DAF, à chaque rendez-vous avec les inspecteurs pour, donc, une fois qu'on a collecté les informations, qu'on a vérifié les informations à donner, pour les communiquer, les expliquer, voilà, avec des mots simples. Plus c'est simple, plus c'est clair, plus l'inspecteur est content et il passe à autre chose. Voilà. Donc vraiment, il faut pas. Si on commence à faire des choses compliquées, voilà, à l'embrouiller, enfin voilà, il va pas du tout aimer et il va approfondir et poser plein de questions. Plus on fait un tableau simple, clair, et plus on passe à la question suivante. Donc voilà. Et donc ensuite, si tout se passe bien, bon ben voilà, hein, on n'a pas de redressement. Si jamais donc il y a des redressements, alors aussi pendant la procédure, on peut toujours régulariser. Donc si on voit qu'il y a des incohérences, si on se dit ah mince, on n'a pas déclaré ça dans les temps, on peut le faire au cours du contrôle. Ça montre une bonne foi, voilà, de l'entreprise, et on peut aussi du coup éviter des pénalités. Donc voilà, ça c'est une recommandation. Et ensuite, on peut, si jamais on n'est pas d'accord avec l'inspecteur, on peut toujours saisir le supérieur hiérarchique, c'est un droit, pour voilà, expliquer notre situation, trouver un terrain d'entente. Donc ça, c'est toujours possible. Et ensuite, sinon, on reçoit la notification de rectification. Et là, on peut la contester. Donc, on reste toujours dans le cadre du précontentieux. On peut répondre à l'inspecteur. Dans cette réponse, on a un délai de 30 jours pour répondre, mais on peut demander un délai supplémentaire de 30 jours. Et ça, c'est un délai qui est de droit. Mais il faut vraiment le demander par écrit, par recommandé, et bien avoir la preuve qu'on l'a demandé. Pour gagner du temps, évidemment, pour bien pouvoir argumenter nos réponses et préparer nos défenses. Et ensuite, on peut toujours saisir le tribunal administratif et là partir en contentieux pour contester la décision des inspecteurs.